Bonsoir et bienvenue dans Face à nous, notre rendez-vous politique avec notre partenaire 20 minutes et notre invité cette semaine, Luc Châtel. Bonsoir. Bonsoir. Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement. Alors à mes côtés pour vous interroger, bien sûr, Yvon Mézou, directeur de la rédaction de 20 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Et Hélène Pilichowski du Dauphiné Libéré. On va bien sûr parler du climat orageux dans la majorité, de l'identité nationale. Et on commence avec la toute dernière polémique, l'idée de Brice Hortefeux d'instituer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés la nuit lorsqu'il s'agit de délinquants. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, je pense. D'abord, c'est une proposition. Brice Hortefeux a évoqué l'évolution de la délinquance. Vous savez, la marque de fabrique de ce gouvernement, c'est de s'adapter en permanence aux problèmes que nous rencontrons sur le terrain en matière de délinquance. Mais là, justement, beaucoup disent que c'est inapplicable. Je ne crois pas. D'ailleurs, un certain nombre de maires, je suis moi-même maire d'une commune de 25 000 habitants, Chaumont, et un certain nombre de maires appliquent ce type d'arrêté à des périodes données, notamment pendant l'été. Que s'est-il passé? Brice Hortefeux s'est rendu compte que nous avons une augmentation de la délinquance des mineurs, plus 5%. Est-ce que le gouvernement doit rester comme ça sans réagir? Non, il fait une proposition, d'ailleurs c'est pas une décision qui est prise. Il lance le débat, il dit voilà, je pense qu'on pourrait travailler, réfléchir sur une mesure très simple qui consisterait pour les enfants qui ont déjà eu des difficultés. On est vraiment sur les enfants qui sont des multirécidivistes et autres. Est-ce que c'est logique, à moins de 13 ans, qu'au-delà de 22h ou 23h, on se promène tout seul dans la rue? La réponse est non. Voilà. Donc c'est un bon débat et c'est à mon avis, une bonne idée. Il va falloir les reconnaître. Dans la rue, ça va être compliqué de reconnaître spécialement ceux qui sont délinquants de ceux qui ne sont pas. Emmanuel Casser, il y a quand même assez peu d'enfants de moins de 13 ans qui se promènent tout seuls dans la rue à plus de 23 heures. Voilà. C'est déjà une idée qui avait été évoquée il y a quelques mois, l'hypothèse de créer un couvre-feu à partir de minuit qui n'avait finalement pas encore été mise en œuvre. Alors, j'ai pas en tête la proposition qui avait peut-être été faite à l'époque par le ministre de l'Intérieur. Hein. Encore une fois, Brice Hortefeux a fait cette proposition dans le cadre d'un rendez-vous avec des parlementaires, où il évoque son action, le ministre de l'Intérieur, et où il veut répondre à l'évolution de la délinquance. Nous avons des résultats importants, nous avons marqué des points sur le domaine de la délinquance, mais c'est un combat quotidien, la lutte contre la délinquance. La délinquance, elle évolue, elle fluctue, elle mute. Eh bien, le rôle du gouvernement, c'est de répondre à toutes ces mutations. Hélène. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer que des personnalités qui ne recherchent pas particulièrement la polémique, je pense à Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, aient exprimé des réserves sur cette proposition, en particulier sur son applicabilité, effectivement? Mais vous savez, nous sommes une famille ouverte où il ne nous a pas échappé que nous acceptions volontiers le débat. Nous acceptons le débat. Vous êtes presque submergé. Et vous entendez peut-être beaucoup le débat au sein de la majorité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de débat vis-à-vis de l'opposition. C'est peut-être ça aussi. Non, je crois que c'est utile. On est dans une majorité. Vous pouvez pas, de temps en temps, ça vous arrive, nous reprocher d'être une majorité godillot, le petit doigt sur la couture du pantalon. Et puis quand justement il y a des débats de fond, des échanges au sein de la majorité, ne pas les accepter. Vous savez, nous avons fait un choix important. Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, nous avons confié davantage de pouvoir au Parlement. Eh bien, il n'est donc pas illégitime qu'au sein du Parlement, nous laissions s'exprimer des sensibilités différentes. C'est peut-être le mode du débat qui fait question, parce que le Parlement et cette action de débat est logique, qu'on retrouve ce débat dans les colonnes de la presse par les sénateurs ou par les députés, peut-être un mode un peu surprenant. C'est sans doute vrai, et c'est pour cela qu'un certain nombre de responsables de la majorité, nous sommes ici au Sénat, j'ai entendu hier Gérard Longuet, président du groupe UMP, exprimer des réserves sur cette méthode, en disant, quand on a des choses à se dire, on se les dit entre nous, ici, au sein de la réunion du groupe. J'ai moi-même assisté hier à la réunion du groupe UMP à l'Assemblée nationale, et Jean-François Copé, le Premier ministre aussi, ont dit exactement la même chose, en disant, le Premier ministre a rappelé qu'il était sans doute celui des Premiers ministres qui venait le plus à ces réunions de groupes parlementaires. Il est présent, je peux en témoigner chaque semaine, et donc il a rappelé que puisqu'on se disait des choses dans le cadre de cette réunion de la majorité, eh bien quand on avait à exprimer des avis, faire des propositions, voire même exprimer des désaccords, c'était le lieu pour le faire. Alors qu'est-ce que vous pensez du fait que Jean-Pierre Raffarin persiste et signe, encore aujourd'hui à l'issue de sa réunion avec Christine Lagarde sur la taxe professionnelle, et qui dit même personne ne peut sermonner personne parce que chacun doit respecter chacun?
Non mais bien sûr que chacun doit respecter chacun. Et depuis le début, sur ce sujet de la taxe professionnelle, comme sur celui des collectivités locales, nous avons souhaité qu'il y ait un débat au sein de la majorité. Je rappelle que avant même de boucler le texte que Brice Hortefeux a présenté devant le Parlement, et il va être débattu dans les prochaines semaines, eh bien la majorité, l'UMP, a choisi d'organiser un débat en interne. Dominique Perben, ancien ministre, député du Rhône, et mais M. Courtois. Trop loin. Non, je termine parce que je vais répondre à votre question. Il y a eu un débat qui a été engagé par nos parlementaires, Jean-Patrick Courtois, Dominique Perben. Ils sont allés sur le terrain, dans les départements. Ils ont écouté les élus. Ils leur ont expliqué l'objectif de la réforme. Nous avons tenu compte des avis des uns et des autres dans le texte que nous présentons aujourd'hui au Parlement. Donc il y a déjà eu une forme de débat. Deuxièmement, à partir du moment où on engage la phase parlementaire, c'est jamais le texte du gouvernement qui est adopté par le Parlement. Vous êtes des observateurs aguerris de la vie politique. C'est pas le projet de loi initial qui est voté au final, et c'est pas le texte qui est voté par l'Assemblée nationale qui est voté au final par le Sénat et qui repart en navette à l'Assemblée. Nous sommes dans une démocratie bicamériste où chacun apporte sa valeur ajoutée. Mais là, vous êtes dans l'explication technique. On est dans un climat politique qui va beaucoup plus loin que ça. C'est pas une explication technique, c'est aussi une explication politique. Il faut qu'on assume, à partir du moment où on souhaite un rééquilibrage des pouvoirs, nous l'avons voulu dans la Constitution, qu'il y ait un débat au sein de la majorité. Simplement, ce débat doit s'assortir de règles, et c'est ce qu'ont rappelé et le Premier ministre et le Président de la République dans les 24 dernières heures, c'est-à-dire que à un moment où on a fixé la ligne finale d'arbitrage, le point d'arrivée, eh bien, on fait appel à la solidarité au sein du gouvernement et entre le gouvernement et la majorité. Justement, puisque les élus, les parlementaires éprouvent le besoin de prendre à partie l'opinion à travers la presse, comment se fait-il, puisque vous dites que ce débat a lieu, mais comment se fait-il qu'ils soient contraints de faire appel à l'opinion pour faire entendre leur divergence? Vous savez, j'ai été parlementaire. C'est qu'ils soient un peu frustrés quelque part, J'ai été parlementaire, c'est toujours tentant pour un parlementaire de faire entendre sa voix, d'exprimer un avis, de montrer sa valeur ajoutée, de montrer que son amendement, j'ai défendu à 2 heures du matin des amendements dont je considérais que c'était les meilleurs du monde et qu'il fallait absolument qu'ils soient adoptés par le gouvernement. Donc tout ça fait partie aussi de l'action parlementaire. Simplement, ce qui est important, c'est que à partir du moment où il y a eu un arbitrage au sein de la majorité, j'étais au petit déjeuner de la majorité la semaine dernière, ça a été clairement évoqué, eh bien on reste sur cette ligne. Donc il ne s'agit pas de dire on siffle la fin de la récréation, on n'a plus le droit de discuter. Non, il s'agit de débattre, de discuter, de proposer, d'amender les textes. Et puis à un moment on s'est tombé d'accord, eh bien on respecte une certaine discipline. Et je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. Bon, vous êtes porte-parole du gouvernement, on va vous agacer un peu quand même avec ce sujet, parce qu'on y tient. Est-ce que quand même, dans cette cacophonie, ce débat désordonné, est-ce qu'on ne trouve pas la marque d'une absence, celle d'un patron de gouvernement qui, à un moment donné, fait aussi la ligne de communication et la ligne politique de son gouvernement, car on a beaucoup entendu les parlementaires, les députés, les sénateurs, assez peu le Premier ministre. Alors je vais vous faire un premier élément de réponse. Il y a une absence, oui, une absence forte, celle de l'opposition. C'est pour ça que vous entendez beaucoup et que vous regardez beaucoup ce qui se passe dans la majorité. Que propose aujourd'hui le Parti socialiste sur la réforme de l'organisation des collectivités territoriales? Il propose de s'opposer. Depuis 2 ans, le Parti socialiste ne propose qu'une seule chose, s'opposer. Aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault a posé une question au Premier ministre pour le bilan des 2 années et demie, la première moitié du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Si on regarde objectivement les choses, le Parti socialiste avait l'occasion à plusieurs reprises de transcender, de dépasser les clivages politiciens. Quand on est dans une crise aussi violente que celle que nous connaissons depuis 1 an, on peut, ça s'est fait dans un certain nombre de pays européens, chez nos voisins, on peut oublier des querelles politiciennes et accepter que le plan de relance de l'économie par l'investissement, c'est une bonne idée. Le plan de sauvetage de l'épargne des Français pour accompagner les banques, c'est une bonne idée. Le Parti socialiste n'a pas fait cela. Et le Parti socialiste, aujourd'hui, est dans une logique où, en politique, on est soit penseur, soit acteur, soit commentateur. Vous êtes des commentateurs. J'ai la faiblesse de penser que je suis un acteur, il m'arrive de penser de temps en temps. Eh bien, le Parti socialiste, aujourd'hui, nous avons trop le sentiment qu'il ne pense plus, qu'il n'agit pas et qu'il s'est réduit au rôle de commentateur. Est-ce que tout de même, vous ne pensez pas que... Et pour revenir à la question du Premier ministre, j'ai vu aujourd'hui, vous avez pu témoigner, un Premier ministre qui a rappelé ce qu'était l'action du gouvernement depuis 2 ans et demi, qui a rappelé les perspectives pour les prochains mois et qui a été très largement soutenu.
je dirais, ovationné par le groupe parlementaire de l'UMP à Est-ce que l'Assemblée ça ne nationale. fait pas prendre un risque aujourd'hui, la multiplication de ces couacs pour la majorité? Est-ce qu'il n'y a pas un avertissement à lancer pour les régionales? Il y a des élections quand même. Vous aviez un boulevard et là vous êtes en train avec peut-être de l'absence gâcher un du certain nombre PS. de D'abord, chances. si vous me permettez, n'ayons pas la mémoire courte. Vous êtes, encore une fois, des spécialistes du suivi de l'activité, de l'actualité politique. Moi, j'ai connu une époque, avant d'être parlementaire, et même début de ma vie parlementaire, où les majorités, c'était pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai connu une période où la majorité, il y avait 2 groupes parlementaires, où on marquait à la culotte le voisin, où il y avait au sein du gouvernement des écuries présidentielles, et il y avait des clans, il y avait des camps, il y avait des écuries, il y avait des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs et autres. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il n'y a pas ça au sein du gouvernement et il n'y a pas ça au sein de la majorité. Alors, il y a une famille politique diverse, large, nous l'avons voulu. Il n'y a pas de courant officialisé, de chapelle ou de cathédrale. Il y a une grande famille politique qui accepte qu'il y ait des sensibilités différentes. Et c'est tant mieux. Maintenant, je pense que c'est en travaillant en amont et en respectant, en faisant respecter la discipline en aval, qu'on pourra arriver à fonctionner au mieux. Parce qu'il y avait aussi une époque où il y avait un hyper-président qui s'appelait Charles de Gaulle et des premiers ministres comme Michel Debré qui fixaient une ligne de communication et politique. Oui, il y a. Vous savez, je crois que à chaque période, là encore, regardant un petit peu le mode de fonctionnement de notre Ve République, on dit aujourd'hui, oui, le Premier ministre, c'est le président qui décide tout. Mais regardez ce qui s'est passé. D'abord, les Français ont choisi. Le président de la République, il avait expliqué très clairement en 2007 que s'il était élu, c'est lui qui gouvernerait. C'est lui qui prendrait les manettes et c'est lui qui présentait son projet devant les Français et donc c'est lui qui monterait au créneau. Deuxièmement, n'ayons pas la mémoire courte, souvenons-nous d'autres périodes de la Ve République où on avait un mode de fonctionnement qui n'était pas fondamentalement différent de celui-là dans la relation entre le président et le Premier ministre. Il y a quand même aussi le poids des conseillers du président qui est mis en cause, et là pas par n'importe qui, par le Premier ministre lui-même. Vous trouvez qu'il est excessif? Le président de la République a eu l'occasion ce matin de dire au cours du Conseil des ministres, c'était pas un secret puisque j'en ai rendu compte dans le cadre du compte rendu du Conseil des ministres tout à l'heure, que il appelait les membres du gouvernement à la solidarité gouvernementale. Et la façon dont il s'est exprimé sur ce sujet me laisse penser que c'était destiné à tout le monde, y compris tous les conseillers. Voilà. Donc il faut qu'il y ait plus de concertation, de dialogue entre les conseillers. Je pense que les avis des uns et des autres sont très utiles. Prenons l'exemple du grand emprunt. Nous avons besoin, et nous travaillons depuis plusieurs mois sur la définition, le contenu des mesures du grand emprunt. Le président de la République a fixé 3 grandes orientations. La commission Juppé-Record travaille. C'est utile que le Parlement auditionne le ministre du Budget, les ministres compétents, que les conseillers des uns et des autres donnent leur avis. Mais à la fin, qui tranchera? Le président de la République, le Premier ministre, et le Parlement votera une loi de finances rectificative ou un budget. Hélène Plichowski. C'est au ministre de l'Éducation nationale que je m'adresse maintenant. Il semble que vous ayez quand même eu une rentrée des classes assez apaisée, on va dire. Alors pourquoi tout d'un coup vous voulez lancer le débat sur l'identité nationale à l'école? Est-ce que vous n'avez pas peur de froisser un peu le monde enseignant? Non, j'ai pas dit, reprenez mes propos de ce matin, j'ai pas dit que nous allons lancer le débat sur l'identité nationale à l'école. Soit présent à l'école. Non, j'ai indiqué que d'abord l'école incarnait sans doute le mieux ce que sont les valeurs républicaines et ce qu'est finalement notre identité nationale. L'idéal républicain avec la liberté d'accéder au savoir, l'égalité des chances, l'accès au savoir pour tous. Donc l'école, c'est vraiment l'exemple type de ce qui forge notre identité nationale. Est-ce qu'on va chanter la Marseillaise? Et à ce titre-là, c'est intéressant d'apporter cela au débat. Mais je n'ai pas dit que j'allais donner une instruction aux enseignants pour que tous les matins, ils rentrent dans le débat à l'école sur l'identité nationale. Non, ce débat il est organisé par mon collègue Éric Besson. Et je pense que c'est un bon débat, un bon sujet. Tous les grands pays, aujourd'hui, se posent ces questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Avec notre histoire, avec notre projet collectif. Comment ça va se faire à l'école, dans le cours d'éducation civique? Encore une fois, ce que j'ai dit, c'est qu'on va pas organiser des débats sur l'identité nationale à l'école. J'ai dit que l'école était un bon exemple d'incarnation de notre modèle républicain. Et donc, c'est à porter au débat dans le cadre de l'identité nationale. Puis alors ensuite, vous
vous avez des enseignants, par exemple en instruction civique ou en histoire, je leur fais totalement confiance et s'ils le souhaitent, ils peuvent, dans le cadre des programmes, évoquer ce sujet dans leurs cours. Vous n'obligez pas à enseigner la Marseillaise dans les classes? Alors, ou à la chanter? d'abord, la Marseillaise est enseignée dans les classes, ça fait partie des programmes en éducation civique. Deuxièmement, l'idée de la chanter, pourquoi pas? Simplement, je suis pas sûr qu'ils fassent le contraindre dans le cadre de l'emploi du temps des élèves. On peut imaginer des tas de formes pour apprendre à la chanter, mais c'est vrai que la Marseillaise, elle est plutôt faite pour être chantée que pour être lue. Voilà. On peut remettre la phrase morale du jour au tableau noir, comme on le faisait autrefois. Oui, alors dans le cadre de l'éducation civique, en petite classe, vous savez que dans le cadre des connaissances, du socle commun de connaissances et de compétences qui a été mis en place par la loi dite Fillon de 2005, il y a un de ces socles qui est l'instruction civique. On a remis au cœur du système d'apprentissage minimum en primaire. Et dans ce cadre-là, tous les volets de l'instruction civique sont traités. Moi, je crois que ça fait du bien aussi de revenir aux fondamentaux. Si on veut nourrir le modèle républicain que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut l'entretenir chaque jour au quotidien. Quand même, quand on regarde la proposition de Brice Hortefeux dont on parlait, cette affaire de l'identité nationale, est-ce que ce ne sont pas des diversions pour faire oublier le coup de mou qui frappe aujourd'hui la majorité? Et moi, j'ai pas le sentiment d'un coup de mou, vous savez. Nous en sommes à la 90e réforme qui a été adoptée depuis le début du quinquennat. Nous avons fait des réformes. C'est pas la quantité qui compte. Hein. Non, c'est pas la quantité, mais 3 mots sur la qualité. L'autonomie des universités, ça fait 25 ans qu'on en parlait. Il y a 60% des universités qui sont autonomes aujourd'hui. Le service minimum dans les transports, y compris chez les socialistes, ils en rêvaient en silence. Nous, on l'a fait. La réforme des régimes spéciaux, nos amis du PS commandaient des rapports. Et nous avons mis en œuvre, même sur un pied d'égalité, les salariés du privé et les salariés du public. Et puis quand je regarde la réponse du gouvernement face à la crise, j'ai pas eu le sentiment d'un gouvernement qui était aux abris. Aujourd'hui, la France, elle réagit plutôt mieux, elle amortit plutôt mieux le choc que ses voisins face à la crise. On va être à moins 2,2 normalement de croissance, c'est pas très brillant, mais c'est moins 4 en moyenne dans la zone euro, c'est moins 5 dans certains pays. Regardez le chômage, on ne peut pas se satisfaire d'une augmentation de 20% du chômage en 2 ans, mais quand vous regardez que c'est plus 100% aux États-Unis et plus 140% en Espagne, vous vous dites que finalement, les mesures que nous avons prises pour amortir le choc, pour aider les citoyens les plus fragiles à ne pas être victimes de la crise, je pense aux augmentations des indemnisations du chômage partiel par exemple, eh bien elles ont eu un impact et j'ai pas le sentiment d'un gouvernement qui est debout sur la pédale du frein. Voilà. Au passage d'ailleurs, la Commission des affaires sociales du Sénat vient d'adopter un amendement pour relever la CRDS de 0,15%, ce qui permettrait à la dette sociale d'être allégée de 20 milliards d'après les estimations des sénateurs. Vous êtes pour ? J'ai pas le sentiment que ce soit un objectif du ministre du Budget et du gouvernement. Nous avions pris un engagement, c'était de ne pas augmenter la fiscalité. Donc vous tiendrez, même s'il y a une majorité au Sénat. Il faut vous retourner vers mon collègue Éric Woerth, mais ça aussi, vous êtes des observateurs, ça fait partie du schéma et du débat parlementaire. Où il y a un débat à l'Assemblée nationale, il s'est terminé, il est maintenant au Sénat, les parlementaires sont libres d'adopter des amendements. Je rappelle qu'il y a un retour de la navette à l'Assemblée nationale et qu'il y a une concertation avec le ministre du Budget et des comptes sociaux. Est-ce qu'on peut s'adresser à l'élu local? Comment vivez-vous la proposition de réforme des collectivités locales et territoriales? Je vais vous dire, je l'attends avec impatience. Parce que je suis pas un perdreau de l'année, je suis élu local depuis 1993, j'ai été candidat à 10 élections en 15 ans sur mon nom, et j'ai été vice-président de région, député, je suis aujourd'hui maire de Chaumont, président de communauté de communes. Donc je connais un petit peu le fonctionnement de notre organisation territoriale. Et j'ai été très frappé en étant élu maire de Chaumont en 2008, après cette expérience, ce passé, d'autres responsabilités locales, de découvrir à quel point la France était bloquée. C'est-à-dire que quand vous êtes aujourd'hui maire d'une commune chef-lieu de 25 000 habitants, vous avez des projets, vous apercevez qu'il y a une inertie dans le système, qu'il y a des blocages qui sont liés au financement croisé, aux compétences croisées, qui fait que vous pouvez rien sortir en moins de 4 ans, 5 ans. C'est terrible de voir à quel point il faut aller voir le pays, la région, le conseil général. Heureusement, moi, la communauté de communes, ça pose pas de problème, mais vous avez des cas où ça peut y être. Et vous avez 5 échelons qui s'intercroisent, qui s'interfèrent, des déperditions de moyens, d'énergie. Donc nous allons clarifier tout cela, c'est une très bonne chose. Vous pensez que le conseiller territorial viendra plus du département que de la région ?
Je pense que c'est... dans cette définition. Moi, je suis attaché à l'ancrage local, territorial des élus. J'ai connu les deux types d'élections. J'ai été élu à la proportionnelle au conseil régional et j'ai été élu au scrutin uninominal aux élections législatives ou au scrutin direct, de liste mais direct, aux élections municipales. Rien ne remplace le rattachement d'un élu à son territoire. Et je peux vous dire que si les élus sont proches de la réalité du terrain, c'est parce qu'ils ont ce lien. Le jour où vous êtes élu à la proportionnelle et que votre renouvellement de mandat ne dépend que de votre positionnement politique national vis-à-vis d'un tel ou un tel dans le parti, c'est le début de la fin quant à votre connaissance politique du terrain. Hélène Pilichowski. Il vous reste encore du chemin pour convaincre les élus quand même, parce qu'apparemment ils sont loin d'être tous d'accord et ils s'accommodent très bien de ce millefeuille. Le changement fait toujours peur. Premièrement. Même aux élus qui Deuxièmement, sont chargés de faire avancer. C'est normal, Oui. c'est normal. Ah oui. En même temps, les élus sont les premiers concernés et sont les premiers conscients de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, mon témoignage est davantage un témoignage d'élu local qu'un témoignage de membre du gouvernement. Quand au quotidien vous vous battez avec ce millefeuille, avec ces compétences enchevêtrées, et que ça freine vos projets, que ça bloque les énergies, eh bien, vous vous dites, le système ne peut pas continuer comme ça. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait une volonté, un blocage des élus. En tout cas, vous savez, j'évoquais tout à l'heure la mission de Dominique Perben et de Jean-Patrick Courtois. On les a beaucoup rencontrés. Nous allons continuer. Moi, j'étais devant mon congrès des maires de Haute-Marne il y a un mois. J'ai présenté la réforme des collectivités territoriales pour expliquer les atouts, les avantages de cette réforme. Dans la crispation, j'y reviens un instant, entre le gouvernement et la majorité, est-ce que vous pensez aussi que derrière, il y a peut-être la malédiction du mi-mandat pour Nicolas Sarkozy, puisqu'on y arrive là? Non mais moi, excusez-moi de la vous dire, vous savez, pour les présidents, comparons d'arriver à mi-mandat. un peu les choses. 2 ans après son arrivée, François Mitterrand, c'est 83, le tournant de la rigueur, le départ des communistes, une partie de sa majorité, c'est une période noire pour le gouvernement. On a connu des moments, où en général 2 ans, c'est un moment très difficile. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons tenu nos engagements, des réformes courageuses, audacieuses, qui n'avaient pas été mises en œuvre depuis très longtemps. Deuxièmement, nous avons, je crois, et les Français ont été fiers quelque part d'avoir Nicolas Sarkozy comme chef de l'État au moment où nous avions la crise économique. Vous savez, moi, j'ai beaucoup entendu pendant 1 an, là, heureusement que c'était lui, parce que lui, au moins, il a été, avant les autres, conscient de la gravité de la crise, il a répondu aux problèmes, il a pris des initiatives au niveau européen et au niveau mondial. Donc moi, j'ai pas un sentiment de malédiction, simplement, c'est pas les commentaires du Parti Socialiste qui vont nous juger, c'est les résultats devant les Français à la fin du quinquennat. Donc on est à la mi-temps, on a fait beaucoup de travail, il reste beaucoup à faire et notre détermination à agir, à continuer à agir, elle est totale. Un mot sur Jacques Chirac. Le parquet de Paris ne va pas faire appel de son renvoi devant le tribunal correctionnel. Il affirme qu'il ira lui-même s'exprimer lors de son procès, en tout cas y participer. Vous craignez cette image d'un ancien président de la République dans les tribunaux? Je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je ne le fais jamais sur des procédures judiciaires qui sont en cours. Voilà, il y a une instruction judiciaire en cours qui va se traduire par une convocation devant le tribunal correctionnel, que ce soit l'ancien président de la République, que ce soit une affaire liée à la politique ou non. Moi, je n'ai pas à m'exprimer sur cette affaire. Et les mémoires de Jacques Chirac, vous allez les lire? Écoutez, je ne les ai pas encore lus, mais je veux dire, j'ai lu quelques extraits un peu croustillants qui m'incitent plutôt à acheter le bouquin et il dit par exemple de Nicolas Sarkozy qu'il est nerveux, empressé et avide d'agir. Est-ce que ça vous va comme définition? J'attends de lire le livre parce que je compte sur un certain nombre de vos collègues pour avoir peut-être sélectionné, fait un copier-coller de la... Mais vous êtes d'accord avec ces 3 adjectifs? Pas vraiment, non, mais ça c'est un autre débat. Quelle est la prochaine réforme qui peut susciter polémique au sein du gouvernement ou de l'UMP, à laquelle vous allez vous attacher? Vous savez, nous ne raisonnons pas vraiment comme ça. Nous avons un cahier des charges, si je puis dire, des chantiers importants qui sont actuellement ouverts. En même temps, en ce moment, nous avons la réforme des collectivités territoriales, la réforme de la taxe professionnelle, la réforme de la Poste, la réforme des lycées, qui, en tant que telles, sont des réformes audacieuses, difficiles, mais que nous menons de front. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que vous disiez tout à l'heure. Encore une fois, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une malédiction et qu'on soit debout sur le frein, qu'on arrête tout et qu'on attende. Il y a que la réforme des lycées qui se passe bien.
Non, j'ai pas dit cela. La réforme de la Poste, je la connais bien puisque je l'ai préparée lorsque j'étais secrétaire d'État à l'industrie. Le débat parlementaire vient de commencer. Il ira à son terme. Non, ce que je veux dire dans mon illustration, c'est que c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Au contraire, nous n'avons pas été là pour, comme Nicolas Sarkozy le dit souvent, nous n'avons pas été élus pour mettre la poussière sur le tapis comme on l'a fait pendant des années. Voilà, on a été là pour résoudre les problèmes. C'est difficile, mais vous savez, regardons aussi les choses. Je fais référence à votre question sur le bilan au bout de 2 ans et demi. Nicolas Sarkozy, François Fillon sont autour de 40% de bonne intention dans les sondages. Regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez où en étaient les responsables d'exécutifs dans les grands pays développés au bout de 2 ans ou 2 ans et demi de mandat. C'est pas vraiment à ce niveau-là. Donc je crois qu'en être là avec toutes les réformes qui ont été faites aujourd'hui à ce niveau d'adhésion, c'est un bon début pour la fin du mandat. Voilà. Vous ne pensez pas peut-être qu'il s'agit, personne ne conteste, du moins au sein de la majorité, le fond des réformes. Quand on voit les élus, ils disent toujours on est parfaitement d'accord sur le principe, si vous voulez. Mais c'est pas même pas tant la méthode de Nicolas Sarkozy que son comportement, c'est-à-dire cette manière d'annoncer les choses un peu brutalement et l'air de dire c'est comme ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Par exemple sur le projet de loi de finances, si vous voulez, il n'a rien accepté. Christine Lagarde n'a rien lâché finalement des propositions qui étaient faites, y compris en provenance de la majorité. Vous ne pensez pas qu'il y a une petite lassitude vis-à-vis de ce comportement, plus que sur le contenu même des réformes, du programme? Alors, je vous ferai deux remarques. D'abord, je ne partage pas tout à fait votre point de vue, dans le sens où Nicolas Sarkozy, qui est exprimé à travers votre question, Nicolas Sarkozy, il avait annoncé la couleur, j'ai dit tout à l'heure. Sans doute jamais un président de la République n'était rentré autant dans le détail de son projet. Et donc, il n'y avait pas vraiment de surprise, y compris de la part des élus. Prenons l'exemple de la taxe carbone. On ne peut pas dire qu'on l'ait découverte, cette taxe, au moment où elle a été présentée. Depuis 2007, j'ai été candidat aux législatives en 2007, j'ai signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. Dedans, il y avait la taxe carbone. Donc ça, on le savait. Deuxièmement, moi je pense qu'aujourd'hui, vu la situation de notre pays, vu l'ampleur des réformes, on a besoin de cette énergie. Si celui qui est au sommet de l'État, et compte tenu des lourdeurs que j'ai évoquées tout à l'heure, il n'est pas en permanence debout sur l'accélérateur, mais vous imaginez ce qui se passe en bas. Ça n'avance pas. Donc il faut une impulsion permanente, et je peux vous dire qu'il se bat au quotidien pour que ça bouge, et on en a besoin. Merci en tout cas Luc Châtel d'être venu participer ce soir à ce Face à nous avec 20 minutes. À la semaine prochaine. Patronne des Verts depuis 3 ans, Cécile Duflot s'est imposée comme la révélation médiatique de l'année. Quel est son style? Comment marque-t-elle sa différence? Pour mieux comprendre cette jeune femme qui renouvelle le discours politique, nous vous proposons un déshabillon spécial Cécile Duflot. Le mercredi, Public Sénat donne du temps à ceux qui font l'actualité. Présenté par Michel Grossior, Face à nous confronte un invité politique à des journalistes en partenariat avec 20 minutes. 3 intervieweuses, 3 styles très différents pour ce jeu de dames dont la règle est simple, encadrer un invité pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Leaders, l'économie par ceux qui la font est le nouveau rendez-vous de l'économie animé par Gérard Bonos en partenariat avec Les Échos. Et les mercredis rencontres, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Cette semaine, dans l'hémicycle du Sénat, examen du projet de loi sur la réforme de la Poste. Au cœur des débats, le changement de statut de la Poste en société anonyme, mais également l'ouverture totale du marché postal. Les grands projets de loi qui nous concernent, c'est sur Public Sénat. Patronne des Verts depuis 3 ans, Cécile Duflot s'est imposée comme la révélation médiatique de l'année. Quel est son style? Comment marque-t-elle sa différence? Pour mieux comprendre cette jeune femme qui renouvelle le discours politique, nous vous proposons un déshabillon spécial Cécile Duflot.